18h-19h, en direct du casino de Chamonix. Et bonsoir à tous, en direct du casino pour une soirée à Annapurna avec mon conseiller, on va dire un alpiniste fabuleux, c'est Jean-Luc Baudin, avec de nombreux invités, un film tout à l'heure en avant-première mondiale, on peut le dire. Effectivement, Christophe, c'est une avant-première mondiale, en direct et en public du casino Barrière de Chamonix. On peut les entendre d'ailleurs. On peut vous entendre, vous pouvez applaudir. Voilà. Avec un nouveau consultant pour Radio Mont-Blanc, Charles Edrich, l'aventurier fondateur de l'association Respectons la Terre. Nous avons décidé ensemble avec Charles de créer cette soirée ici à Chamonix avec Philippe Fassella et ses équipes, qu'on remercie, du casino, à l'occasion de la sortie du film Annapurna, premier 8000, dernier témoin, produit par l'association Respectons la Terre. Ce film est consacré a été réalisé par Francis de Noyelles, il est à côté de moi, il a 94 ans. C'est le dernier membre vivant de l'expédition française à la conquête de l'Annapurna en 1950. C'était à l'époque un très beau coup marketing pour la montagne. Pendant cette expédition menée par Maurice Herzog et sa cordée mythique, avec Louis Lachenal, Lionel Terré, Gaston Rebuffa, Francis de Noyelles était l'officier de liaison de l'expédition. Il en a ramené des images qui n'ont jamais été diffusées. Il les a sorties il y a quelques mois de ses archives. Et 60 ans après, nous allons les découvrir ce soir pour la première fois. Et si vous êtes dans vos voitures, venez nous rejoindre au Casino Barrière de Chamonix. Ça démarrera dans 1 heure après l'émission. Alors tu vois Christophe, c'est donc ce soir une première. Et ça grâce aux équipes de l'association Respectons la Terre et aux équipes de Radio Mont-Blanc qu'on remercie. Une vraie soirée à l'Esprit Montagne en présence bien évidemment de l'ancien diplomate Francis de Noyelles, de l'himalayiste Bernard Muller, il est guide de haute montagne, et puis bien évidemment de Charles Edrich, fondateur de l'association Respectons la Terre et notre nouveau consultant, aventurier bien évidemment. C'est un aventurier, alpiniste, rameur, navigateur, explorateur. En 10 ans, il a enchaîné aventure sur aventure à un rythme effréné. Un record de la traversée de l'océan Atlantique à la rame. Il touche à tout, la voile, l'alpinisme, la rame, les rallyes raids. Il adore participer à des compétitions outdoor, et c'est bien de le dire ici à Chamonix, l'Ultra Trail du Mont Blanc par exemple. En 2003, il participe au Rallye Dakar. En 2004, au Vendée Globe. En 2006, il gravit l'Everest. En 2007, il établit un nouveau record de la traversée de l'océan Atlantique. Et à l'automne 2012, il réalise une première en rame océanique. Il rame pendant 145 jours et il va repartir dans quelques jours, il nous le dira tout à l'heure. Alors Charles, pour commencer, après 10 ans d'aventure, est-ce que la passion et l'enthousiasme sont toujours là? Plus que jamais, hein. Donc pour l'instant, je suis au tout démarrage de ma passion. Donc j'ai 46 projets en cours et à venir. Micro. Voilà, merci. Alors, petit problème technique ici au Casino de Chamonix. Charles, on t'a pas entendu, tu vas nous le redire. Donc, est-ce que l'enthousiasme et la passion sont toujours là? Merci. Plus que jamais, hein. Là, je viens simplement de démarrer. Donc, j'ai 46 projets à venir. Je peux démarrer peut-être avec le 46e. J'ai la ferme intention de battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans. Donc, j'ai 46 ans pour me préparer. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces aventures, à tous ces exploits? Est-ce que c'est la compétition? Je suis passionné de compétition. Très vite, j'ai vu que sur le terrain, par exemple, du tennis, Francis de Noyelles a été champion de France master de tennis. J'ai vu que, je suis toujours classé, mais j'avais pas beaucoup de talent. Par contre, sur le terrain de l'aventure, là, j'avais quelques prédispositions, donc j'ai abordé l'aventure, les expéditions, comme une discipline à part entière, avec la ferme intention d'évoluer au meilleur niveau mondial. Et le premier écrit que je fais en 2003, c'est de dire Charles Edrich, numéro 1 mondial de l'aventure, des expéditions sur le terrain de la polyvalence. Alors vous êtes voisin à Paris, je crois que Francis habite pas très loin de ton appartement à Paris, et puis voisin aussi à Saint-Nicolas-de-Véros. Est-ce qu'avec Francis de Noyelles, c'est une belle rencontre? C'est une très belle rencontre. Moi, je suis passionné d'aventure en tout genre. L'aventure, elle n'a pas d'âge. Dans l'équipe de Respectons la Terre, on a Mathéo Jacquemou, pour ceux qui le connaissent, qui a 21 ans. Il a le record de vitesse à la montée sur le Mont Blanc. Et puis, l'expédition Annapurna premier 8000, c'est non seulement une expédition himalayenne, mais aussi il y a une dimension aventure qui est absolument extraordinaire.
Tout à l'heure, on en parlera. Il fallait choisir la montagne, il fallait imaginer l'exploit, donc bien entendu. Alors tu présides l'association Respectons la Terre, on l'a dit, Francis de Noyelles, 94 ans, est-ce qu'il te sert de modèle et de guide ? De modèle et de guide, en tout cas, bon, ce qui a été fait à cette époque-là, c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, je classe ça au même registre un petit peu que Christophe Colomb ou que Vasco de Gama, pour ceux qui connaissent. Donc on est dans l'exploit, on est dans la dimension physique, on est dans l'exploration, on est dans l'aventure. Alors il se trouve que c'est de l'alpinisme, mais pour moi tout ça c'est un petit peu dans le même registre. Alors toi qui fabrique l'aventure aujourd'hui, qui la vit à notre époque, est-ce que, à ton avis, les valeurs de l'aventure à l'époque de Francis et en 1950 pour l'Annapurna et aujourd'hui sont les mêmes valeurs ? Oui, ça évolue pas tellement, si ce n'est que aujourd'hui on a le téléphone par satellite, on a le GPS, donc on sait à peu près où on va. Maintenant sur des choses très engagées, par exemple ce qui a été fait par le Suisse sur l'Annapurna, si on reste sur l'Annapurna, ou par les Français Graziani et Stéphane Benoît. On est, pour ceux qui connaissent, on est dans l'extraordinaire, on est dans l'exploit absolu, et puis dans les risques qui sont aussi inhérents à ce type d'aventure, à ce type d'expédition. Alors, avant de parler des images que nous allons voir ce soir après 20h, je le disais tout à l'heure dans le propos introductif, tu vas repartir dans quelques jours, tu repars à la rame. À la rame. Alors actuellement, je suis en face de vous. Ceci dit, je suis en pleine expédition. Donc l'été dernier, j'ai réalisé toute la première partie du passage du Nord-Ouest. Pour ceux qui connaissent, donc je suis parti du détroit de Bering. J'ai fait toute la partie extrême nord de l'Alaska. Donc sur un tout petit bateau à rame en Kevlar carbone de 160 kilos. Mon bateau actuellement est à Tutuyaktuk. C'est un tout petit village à l'extrême nord du Canada. Il m'attend et je vais terminer la deuxième partie. Et si ça veut sourire, parce que la chance, il faut qu'elle soit là aussi dans ce genre d'aventure d'expédition. Eh bien, l'été prochain, je vais terminer toute la partie extrême nord de l'Alaska pour arriver en mer de Baffin face au Groenland. Alors on suivra tes exploits avec la rédaction de Radio Mont-Blanc, bien évidemment au quotidien dès que tu repartiras. Alors cette rencontre avec Francis de Noyelles, vous avez ensemble retrouvé des images dans un garage, dans un tiroir, je ne sais pas où, mais vous avez décidé ensemble de remettre ces images au goût du jour et nous allons ce soir les projeter en avant-première. Alors l'histoire, on va dire, est complètement incroyable. Donc Francis, on avait fait quelques émissions ensemble et puis un jour, il m'appelle et il me dit « Charles », donc c'était à Paris, on est à la fois voisins à Saint-Nicolas-de-Véros et à Paris. Il me dit « Charles, j'ai des images inédites de l'expédition de 1950. » Première réaction, je lui dis « Écoute Francis, ça me semble quand même incroyable. » Il me dit « Non, je crois, il me semble que j'ai 3 ou 4 bobines, pour ceux qui connaissent, 8 mm. » Donc évidemment, on a visionné ces bobines. Moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. D'abord que ces images soient inédites, et puis j'ai trouvé ça incroyable parce que l'approche qu'avait eu Francis de filmer les Sherpas, les Indiens, les Tibétains, les paysages, la culture, les événements, c'était à l'époque quelque chose qui se faisait pas trop. Donc j'ai été absolument emballé. Tout de suite, je me suis dit, il faut quand même que des spécialistes comme Bernard Muller regardent la chose pour pas que je m'emballe. Bernard Muller, entre autres, a trouvé ça absolument super. Et donc à partir de là, on a monté un film avec Francis de Noyelles qui commente ses propres images. Parce que 8 mm à l'époque, c'était en couleur, vous verrez ça tout à l'heure, mais il n'y avait pas de son. Commente ces images avec Bernard Muller, qui en plus... élément complètement dingue, a connu Francis de Noyelles à la fin des années 70 sur une expédition qu'il menait sur l'Annapurna avec Laurence de la Ferrière. Donc quelque chose d'absolument incroyable. Alors on va y revenir avec Francis de Noyelles, bien évidemment, qui commande ces images. Pour l'association Respectons la Terre, transmettre, faire ce travail-là, c'est important ? Important, avant d'être important, c'est passionnant. Et après l'importance dans ce genre de choses,
Ce qui prime avant tout, c'est la motivation, la passion. L'importance, si c'est important parce que c'est l'histoire, hein, c'est les débuts de l'alpinisme, enfin des succès parce que l'alpinisme existait depuis longtemps. Mais en Himalaya, tout le monde cherchait à grimper sur l'Everest, sur l'Annapurna, enfin de réussir un premier 8000. Et puis il s'est trouvé que c'est l'équipe dont faisait partie Francis Denoyel qui a réussi le premier succès sur un 8000. Alors voilà, on se retrouve dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc. Restez là. Francis Denoyel dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc. Tout de suite, publicité, musique. Voilà, en direct du casino Barrière de Chamonix. Vous êtes invité. Alors je vous rappelle, diffusion du film à 20h et l'entrée est libre. Important, hein, surtout en ce moment, ça. Hein. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Soirée Annapurna. Et en direct du casino Barrière de Chamonix, soirée Annapurna, le film sera diffusé à 20h. Jean-Luc Baudin, mon consultant, et de nombreux invités, Charles Edrich, et bien sûr Francis Denoyel qui est avec nous. On va pouvoir l'entendre quand même. Francis. Effectivement, Christophe, c'est un beau plateau dans ton émission ce soir au casino Barrière de Chamonix. Le public arrive nombreux. Il n'y a pas assez de chaises d'ailleurs. On ramène des chaises au fur et à mesure de vos arrivées. Venez nombreux si vous nous entendez dans les voitures. Francis Denoyel, c'est un diplomate français. Il est né le 9 novembre 1919. Je ne sais pas si c'est Saint-Nicolas-de-Véros ou Paris qui conserve, mais regardez, il est vraiment très bien. Et on peut l'applaudir, ça c'est sûr. Hein. Il a été conseiller aux affaires étrangères entre 68 et 70, mais surtout, il fut le membre de la deuxième expédition française en Himalaya en 1950, menée par Maurice Herzog, qui a conquis l'Annapurna, le premier des 14 sommets de 8000 mètres gravis sur le globe. Francis est bien le dernier témoin de cette expédition. À ce titre, il fait partie de la légende née sur les flancs de l'Annapurna. Ils ont été les premiers hommes à conquérir l'un des 14 sommets de 8000 mètres du globe. Le 3 juin 1950, ils ont atteint le sommet et Francis, alors âgé de 30 ans, était chargé de liaison de l'expédition. Il assurait la coordination avec les autorités locales. Les autres compagnons s'appelaient Jean Cousy, Lionel Terré, Gaston Rebuffal, le cinéaste Marcel Ichac, on va en parler, le médecin Jacques Oudot. Bien sûr, vous les connaissez tous. Alors, Francis, je viens de le dire, vous êtes le premier homme à conquérir l'un des 14 sommets de 8000 mètres du globe. La nouvelle est annoncée le 26 juin par le Figaro. Et le lendemain, l'ensemble de la presse reprend l'information. C'était, à cette époque, en 1950, un véritable phénomène de société. Oui, d'abord, il faut préciser que nous allions en endroit totalement inconnu. C'est-à-dire qu'il avait d'abord une énorme partie de reconnaissance, d'exploration pour savoir où nous étions, quels étaient les chemins, s'ils existaient. Et nous étions sur une place, j'appelais ça la nationale numéro 1 entre le Tibet et l'Inde. Il fallait quand même être un bon montagnard pour cette voie importante. Et nous avons donc fait à la fois de l'exploration et par un heureux hasard et beaucoup d'énergie et de la chance, nous avons pu atteindre d'abord le pied de l'Annapurna, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir un chemin pour y arriver. Il y a 25 km depuis l'endroit où nous étions. Et puis, grâce à l'énergie et l'organisation de Maurice Herzog, ils sont arrivés au sommet et nous avons pu conquérir un sommet à la fois inconnu et le premier 8000 atteint par l'homme au Népal. Et nous avions la chance d'être au Népal parce que c'était interdit jusqu'à cette époque-là. Et c'est un heureux hasard, un ensemble de hasards diplomatiques favorables qui nous ont permis d'être les premiers à pouvoir faire une expédition au Népal par l'intérieur. Et après ça a été suivi, mais c'était doublement inconnu. Alors, vous avez l'occasion de le dire, je vous ai vu sur tous les plateaux, vous avez fait iTélé, BFM TV, etc., et ce soir Radio Mont-Blanc. Selon vous, quelles sont les clés d'une organisation réussie pour une telle expédition ? Eh bien, j'allais dire, comme pour les grands exploits, il y a 3 éléments indispensables. D'abord, une bonne préparation, étudier les dossiers, tout ce qu'on peut avoir, connaître sur l'objectif à atteindre. Deuxièmement, il faut une bonne équipe et un bon meneur d'hommes pour entraîner toute l'équipe. Et troisièmement, et c'est pas négligeable, beaucoup de chance. Je rencontrais il y a 3 jours un grand homme d'affaires de la région qui se trouvait un de nos voisins, qui est dans les grandes affaires, il manie lui des millions, avec le risque que ça représente. Eh bien, il a de bons dossiers, il sait travailler,
Il a une équipe pour faire son travail, dont lui est le chef. Et puis, quelquefois, ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est parce qu'il a eu beaucoup de chance. Donc, dans les affaires, quelles qu'elles soient, les exploits importants supposent ces 3 éléments, c'est-à-dire, n'oublions pas la chance. Alors, le phénomène Annapurna a été porté par sa médiatisation, et puis à partir de là, il y a beaucoup d'expéditions qui ont vécu et qui vivent encore peut-être maintenant, 60 ans après, grâce à cette médiatisation et à l'argent qu'ils ont récolté pour faire ces sommets. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque de participer à un tel événement? Oui, mais nous nous sommes surtout aperçus après. Vous vous souvenez des 4 mousquetaires, Borotra, Lacoste, ça va revenir, Cochet-Brugnon. Ils ont été champions du monde en 1924, si je ne m'abuse, c'est-à-dire 4 ans après la guerre. Et alors, certains d'entre eux, les survivants, ont remarqué que pour l'Annapurna, c'était un peu pareil. Après les guerres, et Dieu sait si la deuxième guerre était douloureuse, parce qu'elle était douloureuse autant pour les civils que pour les militaires, nous avions besoin, sans le savoir, d'un exploit qui a été, au fond, beaucoup plus connu et répandu, parce que c'était à cette époque-là. Alors, tout à l'heure, Charles le disait, donc c'est incroyable cette affaire. Vous avez ramené des images, puisque vous avez filmé, vous aviez une petite caméra, Super 8 à l'époque, vous avez filmé, vous avez y compris filmé Marcel Ichat, qui était lui-même le caméraman et qui a été le spécialiste du film de montagne. Donc vous avez filmé, vous avez inventé, Christophe le disait dans son émission vendredi soir, vous avez presque inventé le making-of. C'était le spécialiste, mais vous êtes l'inventeur du making-of, puisque vous avez filmé l'exploit derrière l'exploit. Oui, j'étais un débutant. C'est-à-dire que j'avais lu pas mal de livres sur la manière de faire du cinéma. J'ai commencé en 48, 48, et avec le cinéma de l'époque. Alors j'ai lu le livre, et puis surtout, Marcel Ichac et moi marchions à peu près à la même cadence. On l'appelait le vieux, parce qu'il avait 43 ans à l'époque, et moi j'en avais 30. Il m'expliquait ce qu'il allait faire ou pas faire, notamment quand vous filmez à quelqu'un qui grimpe le montagne, ne jamais mettre le cinéaste en haut, parce qu'il il fait plus la première s'il y a quelqu'un pour le filmer. C'est ce genre de choses-là, de choses simples, qu'il m'a expliqué. De même, pas de panoramique à 16 images. Maintenant, on fait du 24. C'est tout à fait différent. Pas de panoramique à l'horizontale, sinon les images se secouent. Évidemment, il suffisait d'y penser. Mais ça m'a beaucoup de service. Et puis j'ai pensé que je voulais moi-même avoir des souvenirs comme tous les mérades qui étaient là. Et je suis seul qui ai fait des portraits de tout le monde. Et ben, je crois que vous allez en voir quelques-uns tout à l'heure. C'est bon d'avoir le souvenir de la tête des gens qui étaient jeunes à l'époque. Et qui étaient tous spécialistes des remarquables, d'abord des bons camarades, et ensuite de remarquables montagnards. Alors il est bon d'avoir leur trombine, si je puis dire. Alors, ces images sont restées pendant de nombreuses années dans vos tiroirs, dans vos archives, et il y a que quelques mois ou quelques années maintenant que vous avez décidé de les ressortir. Pourquoi d'avoir décidé de les ressortir d'abord? Vous comprenez, le film de Marcel Ichac, c'était quand même un chef-d'œuvre. Enfin, un grand bonhomme qui est spécialiste des cinémas de montagne. C'est un ami, il avait été allé avec Paul-Émile Victor au Groenland. Il avait été également, c'est un vétéran de l'expédition de 36. Il savait ce que c'est que l'Himalaya, les difficultés. Et il se félicitait que l'équipe de Paris a donc décidé de changer le système. On n'envoie pas un bataillon, on envoie un commando. Le commando, c'est-à-dire 6 alpinistes, aidés par 3 autres de logistique, et le minimum de Sherpas, 1 par personne, et puis des gens du pays qui vous aident. Et nous avons été très aidés, plus que prévu, par les Népalais, car nous avions comme officier de liaison J.B. Rana. Rana, c'est la partie qui à l'époque était la monarchie absolue. Il était neveu, par alliance ou autrement, il était neveu, même la petite catégorie de la famille, il était de la famille dirigeante. Alors évidemment que quand il y avait un problème et qui menaçait les récaltrissants du pouvoir royal,
Vous verrez, vous avez vu dans le film d'Ishak, la grève qu'il y a eu. Je ne sais pas ce qu'a raconté Jimmy Rana, mais son discours a duré 30 secondes, je dirais pas, mais pas plus de 2-3 minutes. Et chaque coulis a repris sa charge et est parti sans demander son reste. C'est l'important d'avoir des amis dans le pays qui vous aident. Alors racontez-nous cette rencontre avec Charles Edrich pour ce que vient de nous signaler tout à l'heure Charles, en ressortant ces images, en décidant de les projeter au grand public, et puis peut-être demain, avec l'appui de Radio Mont-Blanc ou qui sait, on en fera une diffusion plus large avec les enfants de la famille sur une télé, peut-être, pourquoi pas. C'est possible, mais... il y a une chose que je n'ai pas mise, qui n'est pas dite et qui n'est pas dans le livre de Maurice, je crois, c'est qu'il faut avouer, dans le retour, il y avait quand même des graves blessés, et on était un peu à court d'antibiotiques. Et puis aussi, ça ne s'avoue pas, mais c'était vrai, un peu à court d'argent. Alors, il a fallu que, au milieu de la descente, qui s'était organisé pas mal, c'était pas du tout en désordre, seulement le chemin, et on était chacun à sa place. Il a fallu que je fasse en 3 jours ce qu'on avait mis 8-10 jours à faire. J'étais en pleine santé, heureusement, jamais été aussi vite, à 3 à 4 étapes par jour, pour atteindre Lucknow, où il y avait heureusement de la pharmacie qui m'ont pu donner l'antibiotique. Et on a pu téléphoner à Delhi, qui a téléphoné à Paris. Ils ont envoyé des mandats télégraphiques, vous voyez, les sports en 1950 pour ce genre de choses. Eh bien, j'ai pu avoir ce qu'il fallait et de retrouver la caravane qui était je ne sais pas très où. Enfin, j'ai été piloté et j'ai pu retrouver ce qui a permis de terminer l'expédition d'une manière normale, et surtout à Maurice Herzog, avec le médecin et le cinéaste, de retourner, d'aller à Katmandou comme l'avions promis et qui était préparé depuis 6 mois, remercier le gouvernement népalais d'avoir fait. Et alors nous avons un peu épaté les Népalais quand on a vu que les blessés étaient là, en tout cas Maurice était là, et qu'il avait encore toute sa tête, mais qu'il n'avait plus d'orteils ni de doigts. Je crois que cette liste de remerciements a été politiquement utile. Alors ce soir à Chamonix, on va présenter donc dans quelques minutes maintenant ces images restaurées, retrouvées. Vous les avez déjà vues. Est-ce que vous êtes content du travail qui a été fait de vos archives dans le tiroir depuis 60 ans ? J'avais pas regardé mon film depuis longtemps, mais c'était du film que je trouvais médiocre parce que c'est du 8 mm, que c'était à 16 images secondes, qu'avec le temps ça risque de pâlir. Heureusement ça n'a pas pâli. Ce qui a pâli un peu sur les images, c'est les transferts sur les moyens modernes de projection. Mais enfin, j'ai eu la chance que ça ne se soit pas abîmé. Avec les gens qui ont des bons films de l'époque, ne les faites pas mettre sur disque dur, parce que le disque dur ça durera 10 ou 20 ans, tandis que mon image elle a 60 ans. Elle est toujours bonne. Voilà un message pour les générations. Un message, ouais, vous pouvez applaudir. Un message pour les générations futures. Et justement à ces générations futures, pour terminer avec vous, puis on y reviendra tout à l'heure et tout au long de la soirée, à ces générations futures qui s'engagent dans l'aventure, dans la montagne et tout, qu'est-ce que vous leur dites de vos 94 ans ? La jeunesse, elle est dans le cœur. Et puis surtout, moi, j'ai eu, de toute ma vie, j'ai jamais eu que de la chance. Alors, je pouvais me remercier le bon Dieu, ou la nature, ça dépend de la croyance des uns et des autres, mais j'ai eu beaucoup de chance toute ma vie, et j'ai pu en profiter. Se trouver, avoir l'âge qu'il faut, avoir un peu d'expérience montagne, de pouvoir partir en Inde. À l'époque où on organise une expédition, c'est quand même de la chance. Et puis qu'on ait pu tous en revenir vivants, on n'a tué personne, là aussi je trouve que c'est presque du miracle. Voilà, 94 ans, Francis de Noyelles, dernier membre vivant de l'expédition française à la conquête de la Napurna en 1950. C'était à l'époque un très beau coup marketing, je l'ai dit. On se retrouve sur Radio Mont-Blanc dans quelques minutes, deuxième page de pub, disque, et tout à l'heure, ensemble, ici au Casino Barrière de Chamonix. Avec d'autres invités, vous êtes les bienvenus, d'ailleurs le titre s'appelle Love Life, ça tombe très bien. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc, 18h-19h, en direct du Casino de Chamonix. Et on se retrouve au Casino Barrière, en direct à Chamonix, soirée à Annapurna, avec de nombreux invités. Jean-Luc Baudin, mon consultant, rebonsoir.
Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde de plus en plus. Bonsoir, messieurs, dames. Vous pouvez vous applaudir. Allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Et les gens ont écouté l'appel de Radio Mont-Blanc, ils viennent de plus en plus nombreux, les chaises, on va en chercher partout. Et maintenant, on va retrouver comme invité Bernard Muller, himalayiste français, avec plusieurs premières sur des 8000, ce que je n'ai encore jamais réalisé. Donc, bonsoir, monsieur Muller. Et effectivement, Bernard Muller, guide de haute montagne, alpiniste, himalayiste de haut niveau, fondateur de Stage Expédition ici à Chamonix, que tout le monde connaît. Il a plusieurs premières sur des 8000 et 21 expéditions à son actif. Pendant les années 70, il enchaîne les plus grandes voies des Alpes. Et ensuite, il gravit les plus hautes montagnes de chaque continent, l'Everest, le Kilimandjaro, le McKinley, l'Elbrus en Europe, etc., etc., etc. Les plus grandes montagnes de chaque continent y sont passées. Alors, Bernard Muller, donc vous êtes notre troisième invité sur Radio Mont-Blanc ce soir pour cette émission exceptionnelle. Et vous avez été sélectionné par l'armée, par le GMHM, c'est important, ici à Chamonix, sélectionné pour intégrer la première équipe du GMHM, le groupe militaire de haute montagne, fer de lance des troupes alpines. Et les armées ont toujours été les pionnières dans le domaine de l'exploration et de l'aventure, et particulièrement dans le domaine de la montagne. Donc c'était votre première expérience en montagne. Oui, tout à fait. Enfin, c'était pas exactement ma première expérience. J'avais déjà un passé montagnard, mais j'ai eu la chance de faire partie du groupe militaire de haute montagne. C'était fin des années 70. C'était la création du groupe, le début de ce fameux groupe. Et j'étais parmi les premiers appelés. À l'époque, j'étais appelé à faire partie de ce groupe qui, depuis, a fait un nombre de choses tout à fait incroyables sur toutes les montagnes du monde. Mais j'ai fait partie de ce premier groupe créé à l'époque par le capitaine Marmier. Voilà. Alors, tout à l'heure, Charles Edrich a dévoilé ce qui vous réunit, mais qu'est-ce qui vous réunit ici, tous les trois ce soir, et qu'est-ce qui vous a amené à cette collaboration ? Alors, ce qui nous réunit, passion de la montagne, bien sûr. Hein. Alors, ce que je dois dire, moi, je fais partie de cette génération le fameux Annapurna a complètement fait rêver. Hein. Moi, avant de démarrer, avant de faire mes premiers pas en montagne, évidemment, j'ai lu beaucoup de livres. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas forcément prédestiné pour la montagne. Vous n'êtes pas un homme de la montagne. Je suis originaire d'une région qui n'est pas spécialement montagnarde, hein, Strasbourg, alsacien, comme mon nom l'indique. À un moment donné, j'ai découvert cette ambiance au travers de livres. Annapurna premier 8000 certainement, Les Conquérants inutiles de Terray, qui est un livre qui a été extrêmement important dans mes débuts d'alpiniste, et au travers de films également. Je pense notamment Les Étoiles de Midi, qui est un film de Marcel Ichac. Je me souviens de l'avoir vu à la télé, noir et blanc, fin des années 60. Toutes ces choses-là ont été vraiment un déclencheur et m'ont fait prendre conscience, à moi, le petit citadin du bout de la France, que la montagne était quelque chose d'extraordinaire, et ça m'a complètement fait rêver. Et après ça, je me suis tourné lentement, sûrement, avec beaucoup de difficultés vers cette montagne, et j'ai découvert Chamonix au début des années 70, tout simplement. Et beaucoup de passion, et je le disais tout à l'heure, vous avez créé une structure qui vous permet d'emmener des gens en Himalaya et ailleurs, Stage Expédition, basé ici à Chamonix. Alors, c'est bien sûr pour emmener des alpinistes sur les plus hautes montagnes du monde, mais pas que. L'objectif de votre structure, c'est de transmettre. Oui, tout à fait. Enfin bon, moi, toute ma vie... Alors, si vous voulez, ma vie d'alpiniste, la première partie a été surtout consacrée à ce que l'on pourrait appeler une autoconstruction, c'est-à-dire les 10-15 premières années, j'ai voulu me prouver avant tout à moi-même, peut-être aussi aux autres, que j'étais capable de faire un certain nombre de choses. Donc, j'ai commencé par faire le Mont Blanc. Ensuite, je me suis fixé tous les ans des objectifs toujours plus difficiles. Bon, c'est vrai que j'ai gravi des voies, à l'époque difficiles, et qui le restent peut-être, face nord des Grandes Jorasses, face nord du Cervin, toutes ces grandes voies qui faisaient rêver à l'époque la jeune génération, et qui, je pense, continuent par avoir une certaine importance. Et à un moment donné, bien sûr, la prolongation logique, c'était l'expédition. Je suis parti au Pérou, et un jour, effectivement, l'Himalaya, voilà. Donc toute cette première partie a été très importante, et à un moment donné, oui, j'ai voulu devenir guide, un métier qui fait rêver. Et derrière
derrière ce métier de guide, pour moi, il y avait tout de même l'idée de partager et l'idée de transmettre. Et effectivement, je suis guide maintenant depuis plus de 30 ans. Toute ma carrière, si je puis dire, enfin en tous les cas, a été marquée par cette idée de partage, d'aventure humaine, mais également partage de compétences, transmission de techniques, etc. Voilà. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est aussi l'Himalaya. Pour vous, l'Himalaya, c'est encore une niche. Pourtant, il y a de très très nombreux professionnels, notamment des guides, qui veulent y aller. Il y a une étude du syndicat national des guides qui disait que 1500 guides français en activité ont travaillé en Himalaya. Donc, ce n'est pas simplement une niche. C'est une niche, non, c'est pas simplement une niche, ça fait partie maintenant de la pratique de la montagne. Voilà, alors cet Himalaya, moi j'ai découvert fin des années 70, début des années 80, et Francis de Noyelles notamment. Enfin, moi j'ai un souvenir ému du fait de l'avoir rencontré. Il était ambassadeur de France à Katmandou, et vous savez, à l'époque on débarquait à Katmandou, une équipe de copains, on allait gravir des sommets, et c'était important pour nous. Enfin, moi je garde avec émotion le souvenir de Francis de Noyelles nous accueillant à l'ambassade de France. Moment important. Alors, pour parler de ce film, qu'est-ce que vous y faites ? Tout à l'heure, Charles Edrich disait que vous alliez le commenter, ce film. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous faites dans cette aventure-là ? Est-ce que vous êtes le narrateur, le commentateur, le journaliste ? Écoutez, je ne suis pas du tout journaliste. J'ai une certaine habitude j'ai fait des films. J'aime bien partager, transmettre, raconter un petit peu ce que je fais. Mais moi, surtout, ça a été le plaisir de m'intéresser à cette aventure et de partager ces moments et de permettre à Francis de nous parler de cette aventure. Alors, contrairement à Francis, à nous, et peut-être Charles, peut-être pas, mais vous avez déjà vu le film ? Bien sûr. Vous allez découvrir ce soir. Ah non, j'ai vu le film. J'ai tout de même regardé quelques images très rapidement avant de passer du temps avec Francis pour essayer d'en parler et de ressortir ce qui me semblait intéressant. Si vous voulez, moi, ce qui me passionne, enfin, ce qui m'a passionné dans ces images, c'est notamment le fait de montrer toute la partie découverte, aventure de cette expédition. Actuellement, l'aspect technique des expés, l'aspect technique de la montagne, on connaît parfaitement. C'est des choses que l'on montre fréquemment au niveau des films et enfin dont on parle beaucoup. Ce qui était extrêmement intéressant à l'époque, c'était le fait de découvrir le Népal. Et effectivement, avant d'aller sur l'Annapurna, il y avait un objectif numéro 1 qui était tout simplement le Dholagiri. Et il y a eu une période d'exploration extrêmement importante. Et voilà, je trouve ça tout à fait fascinant. Ne pas savoir d'emblée où on va aller, être obligé de parcourir les vallées, de trouver les voies d'ascension, c'est quelque chose qui actuellement n'existe plus. Hein. Tout est connu. Et à l'époque, moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette aventure, peut-être plus que l'aspect technique. Voilà, Bernard Muller en direct sur Radio Mont-Blanc pour cette émission exceptionnelle du Casino Barrière de Chamonix. Dernière page de publicité, dernière musique, on se retrouve ici au Casino Barrière dans quelques minutes. Le film projection à 20h, vous êtes les bienvenus, on rajoutera des chaises, il n'y a pas de problème, et on poussera les murs au besoin. 18h-19h. Et en direct du Casino de Chamonix, premier étage. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Voilà. Soirée spéciale Annapurna avec nos invités. Et tout ceci avec Jean-Luc Baudin. Et effectivement, Christophe, dans notre toute dernière ligne droite, et puis après, bien évidemment, nous aurons une conférence avec le public, pour le public, beaucoup plus détendue, pas à la radio. Donc, nous sommes en direct du Casino Barrière de Chamonix. Et peut-être pour terminer, Francis de Noyelles, de votre âge, de votre expérience et de cette passion de la montagne, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous faites un travail d'historien ? Oui, peut-être, parce que on voit 60 ans après des choses auxquelles on n'avait pas pensé à l'époque. On est les témoins 50 ans après deviennent historiens parce qu'ils ont appris par d'autres gens, d'autres éléments. Et je crois que je suis pas historien, mais ça contribue à l'histoire. Et vous savez que de nombreuses critiques ont été faites
pour Maurice Herzog. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un grand bonhomme, avec une imagination énorme, le don de l'autorité sans crier, sans élever la voix. Il trouvait toujours la bonne solution. Il avait à l'imposer, je dirais presque avec le sourire. Alors, s'il y a eu des critiques, moi, je sais que la légende restera et que les historiens ont toujours intégré la légende dans l'histoire. Merci infiniment. Merci. Voilà, des paroles sages. Merci infiniment, Monsieur de Noyel. Bernard Muller. Un petit mot de Bernard Muller et de Charles Edrich, et on va se quitter. Alors, Bernard Muller, peut-être une toute dernière conclusion, Charles Edrich, pour nous souhaiter le film. Bernard Muller, très rapidement. Petite conclusion avant de regarder ce film tout à l'heure à 20h. Pour moi, c'est très simple. Bon, moi, j'ai un souhait, c'est que la montagne soit abordable à un nombre toujours plus important de personnes. Et effectivement, c'est toutes ces grandes aventures qui permettent de faire connaître la montagne et de permettre aux gens, enfin, ça permet de découvrir ce milieu qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, mais c'était l'objectif de Radio Mont Blanc ce soir. Voilà. Ben, il n'a pas fini la soirée. Alors, il n'a pas fini la soirée, donc. En tout cas, on remercie le casino de Chamonix, Casino Barrière. On remercie nos invités à Salanches, en régie. Comment? Charles, il a un micro? Charles, il a le micro, oui. Ah oui, donc vite, moi je parce que là, on dirais est dans le jeu, là. bon bah là, premier 8000, une ascension extraordinaire, une aventure extraordinaire. On est quand même un peu dans l'exploration, on est dans le fantastique. Et puis d'avoir Francis de Noyel avec des images inédites, c'est extraordinaire. Et en plus d'avoir Bernard Muller qui a connu Francis de Noyel alors qu'il était en poste comme ambassadeur à Katmandou, on est vraiment dans un concours de circonstances comme de temps en temps, hein, mais c'est vraiment fantastique. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous, voilà, les aléas du direct, le micro qui ne marche plus pour la dernière ligne droite. J'y peux rien. Merci au Casino Barrière, merci à Romain en bas. Et puis rendez-vous pour le cocktail offert par le Casino Barrière. Et puis venez nombreux pour la deuxième partie, on vous présente les images, le film à 20h tout à l'heure, voilà. Et à 19h sur Radio Mont Blanc, ce sera le sport ainsi que la météo et l'enneigement.